Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Marta Havryshko, historienne ukrainienne et professeure assistante, invitée au Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies. Merci beaucoup d'être revenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Eh bien, ce que nous voyons se passer ces jours-ci en Ukraine est vraiment déchirant. Nous voyons une nation être, en réalité, détruite. Et en étant ici, en Europe occidentale, je sais que vous êtes maintenant aux États-Unis, mais ici, en Europe occidentale, j'ai été complètement choqué par l'absence de tout débat sérieux sur ce que serait réellement la politique idéale pour renforcer la sécurité de l'Ukraine et en fait la survie de la nation. Car il semble que la seule position acceptable que nous ayons aujourd'hui en Europe soit qu'un positionnement pro-ukrainien signifie qu'il faut pousser pour intégrer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN et bien sûr affronter la Russie. Et cela ne date pas seulement des 4 dernières années. C'est plus ou moins le cas depuis une vingtaine d'années, au moins depuis 2004. Je me suis toujours retrouvé dans une position étrange, car j'ai soutenu à l'époque, en 2004, mais aussi en 2008 et encore plus après 2014, que tenter d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN n'aiderait pas l'Ukraine. Cela ne renforcerait ni sa sécurité, ni sa survie. Au contraire, cela détruirait l'Ukraine. J'ai fait remarquer que la Russie soutiendrait une Ukraine soit alignée sur elle, bien sûr, soit neutre. Mais si elle se retrouvait en première ligne pour l'OTAN, je pense que les Russes chercheraient à détruire l'Ukraine, c'est-à-dire à s'emparer des territoires historiquement russes, à détruire ce qui reste et à laisser un État résiduel dysfonctionnel. Et je souligne toujours que cela ne vise pas à légitimer ou à soutenir quoi que ce soit. Ce n'est pas une prise de position, c'est simplement une reconnaissance de la réalité, de la manière dont réagirait toute grande puissance. Je dirais que les États-Unis feraient probablement la même chose si les Russes tentaient de transformer le Mexique en un État de première ligne contre eux. Ce que j'avais prédit s'est effectivement produit. Et ce qui me frustre profondément, c'est que les personnes qui ont plaidé pendant des années pour l'élargissement de l'OTAN, rejetant la diplomatie et refusant de reconnaître les arguments des Russes, sont d'une manière ou d'une autre considérées comme pro-ukrainiennes. Ce sont elles qui veulent que la guerre continue, qui veulent se battre sans faire de compromis. Pendant ce temps, ceux qui ont prôné la retenue sont perçus comme anti-ukrainiens ou pro-russes. Et il n'y a pratiquement plus de place pour eux dans le débat. C'est assez incroyable, car nous voyons aujourd'hui exactement ce que beaucoup, comme John Mearsheimer, avaient prédit, que l'Ukraine était conduite sur une voie trompeuse vers sa propre destruction par ceux qui prétendaient se soucier d'elle. Je fais toujours remarquer que chaque fois que j'entends une référence à la compassion pour les Ukrainiens en Ukraine, cela se traduit toujours par « Eh bien, continuons la guerre. Et si nous commencions à expulser les réfugiés ukrainiens pour qu'ils puissent nous aider à combattre? Et si nous bloquions la frontière pour que les jeunes Ukrainiens ne puissent pas s'échapper afin qu'ils se battent? » À chaque fois, cela se transforme en quelque chose d'horrible qui pourrait arriver aux Ukrainiens eux-mêmes. Mais j'aimerais connaître votre point de vue, car vous avez bien sûr été très critique à l'égard de cette guerre. En tant qu'Ukrainien, vous avez été confronté à un problème similaire, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que vous êtes perçu comme un Ukrainien anti-ukrainien, parce que vous avez été très critique envers de nombreuses politiques mises en avant. You have been very critical of many of the policies being pushed. Yes, exactly. So, Oui, exactement. Donc vous savez, quand j'entends ce mantra selon lequel l'Ukraine a le droit à la légitime défense, je suis d'accord. Les gens ont le droit à la légitime défense, mais ils ont aussi le droit de ne pas se défendre, n'est-ce pas? Les gens ont le droit de fuir le danger. Les gens ont le droit de ne pas risquer leur vie.
Les gens ont le droit de ne pas être envoyés à l'abattoir. Les gens ont le droit de ne pas obéir à ce qu'ils considèrent comme des plans de victoire dangereux. Et ce que nous observons maintenant, après la contre-offensive ratée de 2023 à l'automne, c'est que l'Ukraine continue de perdre du territoire. Ukraine constantly loses territories. Constantly. 2 years in the row. Constamment. 2 années de suite. 2 années de suite, l'Ukraine continue de perdre du territoire. Et vous savez, tout récemment, l'Ukraine a perdu Hulaypola, Siversk et d'autres zones dans la région de Donetsk. Et quand tous ces va-t-en-guerre montrent la carte et disent « Oh, ce n'est qu'un petit pourcentage du territoire ukrainien, et l'Ukraine est si vaste que la Russie aurait besoin de dizaines d'années pour tout conquérir », les gars, il ne s'agit pas de territoire. Vous devriez évaluer cette guerre en vies humaines. Vous devriez compter combien de vies ont été perdues, combien de jeunes hommes reposent maintenant dans des cimetières militaires, combien de soldats mutilés nous avons, combien de veuves cette guerre a produites, combien d'orphelins, combien de cimetières. Chaque fois que j'ai ces discussions avec des va-t-en-guerre qui disent « l'Ukraine doit se battre »,« l'Ukraine doit se battre », je leur montre une photo d'un cimetière dans ma ville natale, Lviv. Dans ce cimetière repose un de mes proches qui a été mobilisé de force, un civil sans aucune connaissance militaire exerçant une profession civile, mobilisé contre sa volonté. Et il a perdu la vie 3 semaines plus tard lors de son premier combat. Il repose là, et plusieurs de mes amis, collègues et autres proches y reposent aussi. J'aimerais qu'ils désertent cette armée. J'aimerais qu'ils sauvent leur vie au lieu d'essayer d'accomplir leur devoir patriotique et de satisfaire les vœux des va-t-en-guerre. Parce que cette guerre semble impossible à gagner. Et toutes ces histoires selon lesquelles l'Ukraine pourrait remporter la guerre, j'aimerais demander à ces gens, que fait réellement l'Occident pour aider l'Ukraine à gagner? Où est le plan économique solide? Il peine depuis 2 ans à réunir ne serait-ce que 90 milliards d'euros. Mais ensuite, où est l'aide militaire substantielle? L'Italie a abandonné le plan d'achat d'armes aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons appris par les médias allemands que cette année, l'Allemagne a réduit ses livraisons d'armes à l'Ukraine. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, de nos jours, ne veulent tout simplement plus participer à toutes ces soi-disant combines. Et les États-Unis ont complètement cessé de fournir toute aide à l'Ukraine. Ils se contentent de vendre leurs armes aux pays de l'Union européenne. Ainsi, l'Ukraine n'a plus d'argent, plus d'armes. Mais surtout, elle manque de plus en plus de soldats. En 2022, on voyait de longues files de volontaires prêts à combattre. Aujourd'hui, on voit encore des files, mais ce sont celles de personnes munies d'exemptions. Elles ont acheté, par exemple, de faux certificats médicaux, les déclarant invalides, ou obtenu d'autres documents. Car l'Ukraine est un pays très corrompu et la guerre engendre une corruption énorme dans ses services d'évitement de la conscription. Il existe désormais des systèmes entiers où des femmes handicapées ou des femmes ayant 3 enfants ou plus mettent en place ces services. Elles sont devenues les femmes les plus recherchées d'Ukraine, car elles vendent ces services. Des hommes les épousent. Et ces mariages fictifs permettent essentiellement aux hommes d'échapper à la conscription. Il existe de nombreuses façons d'éviter le service militaire. Et selon les responsables, des millions d'hommes essayent d'en profiter. Les autorités affirment qu'environ 300 000 hommes ont déserté l'armée ou sont portés disparus sans autorisation, c'est-à-dire qu'ils sont partis sans permission, parce qu'ils ne veulent pas accomplir leur devoir patriotique.
Et devine quoi? La plupart d'entre eux ont quitté les centres d'entraînement. Cela signifie que ce n'est pas une question de lassitude face à la guerre, mais de méfiance. Ils ne croient pas en l'État. Ils ne croient pas au système. Ils ne croient pas à ces soi-disant plans de victoire. Ils ne croient pas en Zelensky ni à tout cela. Je suis désolée, ils ne croient pas en Zelensky. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie et leur santé pour cet État corrompu. Pourquoi ne sont-ils pas prêts? Surtout aujourd'hui, alors que tous ces scandales de corruption impliquant les proches de Zelensky sont révélés. Et les gens se demandent, pourquoi les fils de juges, de députés, de procureurs, d'hommes d'affaires, les amis de Zelensky, mènent-ils une vie de luxe en Occident? Et les fils de plombiers, de chauffeurs routiers meurent. On les traque comme des chiens errants dans les rues, on les pousse dans des fourgons et on les envoie sur les lignes de front dans les zones chaudes. Parce que maintenant, l'Ukraine n'a plus d'infanterie. Et que dit l'Occident? S'il vous plaît, gardez vos hommes en sécurité en Ukraine. Arrêtez ce flux d'hommes ukrainiens. Comme le dit Murs, arrêtez ce flux de jeunes hommes ukrainiens. Gardez-les chez eux, parce que nous payons pour cela. Personne ne veut envoyer ces hommes sur la ligne de front ukrainienne. Personne ne veut regarder en temps réel comment leurs fils, leurs proches sont déchirés par les drones russes. Mais les hommes ukrainiens sont traités comme de la chair à canon par ces puissants hommes et femmes de l'Union européenne qui se moquent des vies ukrainiennes. Who don't care about Ukrainian lives. What we are hearing from them. Ce que nous entendons de leur part, c'est qu'ils ont peur de la Russie. Ils ne cessent de dire que la Russie est la principale menace, qu'elle se prépare à restaurer l'Union soviétique. L'Ukraine devrait continuer à se battre, car il s'agit de la sécurité de l'Europe, de la sécurité de nos enfants. Alors, vous utilisez des vies ukrainiennes pour protéger vos enfants? Vous utilisez des enfants ukrainiens pour protéger vos enfants? Non, merci. C'est une autre forme de colonialisme et de racisme, et cela doit cesser. J'espère que les Ukrainiens comprendront que cette guerre par procuration doit s'arrêter. Et en réalité, les sondages récents montrent qu'en Ukraine, cette croyance et cette confiance en l'OTAN sont en hausse. Pourquoi? Parce que personne ne croit que l'article 5 de l'OTAN protégera d'une manière ou d'une autre l'Ukraine. Parce que l'article 5 ne concerne pas une obligation, mais le droit de prendre certaines décisions. Disons que l'Allemagne déclare « Nos pensées et nos prières vous accompagnent », comme au début de l'agression russe. Elle peut dire « Nous vous enverrons 5000 casques », ou bien organiser des réunions pour discuter d'autres réunions. L'Europe est paralysée sans les États-Unis, et les États-Unis, aujourd'hui, sont sortis de cette équation. Nous comprenons que Trump ne veut pas faire partie de cette guerre. Une guerre avec la Russie, une guerre potentielle avec la Russie, est souhaitée par les va-t-en-guerre de l'UMR. Elle n'est pas souhaitée par les États-Unis. C'est pourquoi Trump ne soutiendra pas tous ces plans de guerre des va-t-en-guerre européens. Et je crois que la seule personne adulte aujourd'hui dans la salle de négociation, c'est en réalité Trump et ses conseillers. C'est pourquoi je me fie à ses décisions et à celles de ses conseillers. Et j'espère que l'administration Trump est sur la bonne voie pour apporter la paix en Europe. Parce que cette plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale doit prendre fin. Ce bain de sang doit cesser. Je crois que tant que cette guerre continuera, il y aura davantage de destruction, davantage de souffrance, davantage de pertes pour l'Ukraine. Davantage de personnes quitteront l'Ukraine, davantage de cerveaux quitteront l'Ukraine. Car nous avons récemment appris que l'Ukraine est l'un des pays les plus touchés par la fuite des cerveaux. Les gens ne voient plus de possibilités de développement, de prospérité ou d'opportunités dans ce pays. Et la guerre n'y aide pas, vous savez.
Concernant l'article 5 de l'OTAN, on cite souvent la première partie de la première phrase, qu'une attaque contre l'un doit être considérée comme une attaque contre tous. Mais personne ne mentionne la seconde partie de cette phrase, qui précise que chaque membre de l'Alliance peut choisir la manière de répondre, y compris par l'usage de la force militaire, mais que cela reste une option. Les gens ont tendance à omettre ce point. Je me souviens que Lindsey Graham a prononcé un discours dans lequel il affirmait que nous avons un bon arrangement avec Zelensky. Tant que nous envoyons les armes, ils se battront jusqu'au dernier homme. Et nous connaissions déjà cette situation en mars 2022. C'est à ce moment-là que Zelensky a été interviewé par The Economist et il a souligné que de nombreux pays occidentaux ne voulaient pas d'une paix rapide avec la Russie. Ils souhaitaient, selon les mots de Zelensky, une longue guerre avec la Russie, car cela leur permettait de voir la Russie s'affaiblir. Et il a ajouté que cela restait vrai, même si cela signifiait la mort d'Ukrainiens et la destruction de l'Ukraine elle-même. C'était donc une reconnaissance précoce, il y a presque 4 ans maintenant, que tel était le rôle de l'Ukraine aux yeux de l'OTAN, l'utiliser comme un intermédiaire contre les Russes. Mais encore une fois, depuis presque 4 ans, nous entendons la même histoire, semaine après semaine. L'Ukraine est en train de gagner. Enfin, elle ne gagnait pas. On disait que la Russie manquait d'armes, qu'elle manquait de missiles depuis mars 2022. En réalité, elle ne manque pas de missiles. Et chaque semaine, on annonce que Poutine a une nouvelle maladie censée le tuer et que les Russes sont sur le point de prendre d'assaut le Kremlin. Mais en vérité, cela n'arrive pas. Toutes ces narrations remplissent la même fonction, je pense. C'est ce à quoi Zelensky faisait référence en mars 2022, le récit de la guerre longue. L'idée, c'est que nous gagnons si nous continuons encore un peu. Mais, comme vous l'avez dit, c'est une guerre d'usure. Il ne faut pas regarder le territoire. Dans une guerre d'usure, on épuise d'abord l'adversaire, puis on prend le territoire. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui s'épuise. Et encore une fois, cela est arrivé après que Zelensky a effectivement refusé l'accord proposé par les États-Unis et le Royaume-Uni en avril 2022, lorsqu'il a rejeté les pourparlers d'Istanbul. Comment l'Occident a-t-il réagi? Ils ont coupé toute diplomatie avec la Russie, ce qui signifiait qu'il n'y avait plus de voie diplomatique pour résoudre la situation. Et ils ont simplement dit « Eh bien, nous enverrons des armes » et Zelensky enverra les Ukrainiens se battre, essentiellement jusqu'au dernier homme. C'est pour cela que je pense que c'est important. C'est pour cela que ce n'est pas une position anti-ukrainienne. L'OTAN ne vient pas au secours de l'Ukraine. L'Europe ne peut pas la sauver. L'Amérique se retire. Les Européens sont profondément divisés. Même s'ils en avaient l'intention, ils n'en ont pas les moyens. Et même maintenant, c'est ma question pour vous, même maintenant que les Européens commencent de plus en plus à admettre que, oui, bien sûr, l'Ukraine est en train de perdre, l'argument reste qu'ils peuvent continuer à se battre. En d'autres termes, comment pouvons-nous aider l'Ukraine à perdre plus lentement? Et vous savez, l'Europe peut se préparer pour l'avenir, ce qui a également scandalisé Yulia Tymoshenko. Mais si l'objectif est de faire en sorte que l'Ukraine perde plus lentement, cela signifie que davantage d'hommes mourront, que davantage d'hommes fuiront le pays, que davantage de territoires seront perdus et que davantage d'infrastructures seront détruites. Comment l'Ukraine peut-elle se reconstruire après cette guerre et survivre en tant que nation? Je trouve surprenant que ce soit ainsi qu'on présente aujourd'hui une position pro-ukrainienne en Europe. Mais comment cela est-il perçu en Ukraine? En Ukraine, cette nouvelle idée selon laquelle nous pourrions aider l'Ukraine à perdre un peu plus lentement, car, comme je l'ai dit, Yulia Tymoshenko a été scandalisée par le chef du renseignement allemand lorsqu'il a avancé cet argument, disant qu'il fallait simplement prolonger la guerre de 5 ans pour pouvoir reconstruire. Comment cela est-il reçu parmi les Ukrainiens?
But how is this being received among Ukrainians? You know, the question is really complicated. Tu sais, la question est vraiment complexe. La société ukrainienne n'est pas homogène dans sa perception de la guerre. Et aujourd'hui, il est vraiment difficile de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune confiance dans les sondages. De plus, les théories sociologiques sont mises à rude épreuve, car c'est la guerre. Nous comprenons qu'il existe une pression politique de la part du gouvernement Zelensky. Il y a aussi, je pense, une forme d'autocensure. Et beaucoup d'Ukrainiens ne sont pas interrogés. Je veux dire, 7 millions d'Ukrainiens sont aujourd'hui en Europe, au moins 3 millions sont en Russie, et plusieurs millions vivent sous occupation russe. Several millions are under Russian occupation. They are also not questioned. Ils ne sont pas non plus interrogés. Et beaucoup d'entre eux, je pense, auraient des opinions très différentes sur ce qui se passe, surtout les Ukrainiens qui vivent sous occupation russe depuis 2014. Vous savez, quand les gens répètent sans cesse la Crimée et l'Ukraine, je doute fort que la majorité des habitants de Crimée soient réellement prêts à revenir sous contrôle ukrainien. Même en 2014, l'identité y était déjà très problématique, car la plupart des habitants n'étaient pas des Ukrainiens ethniques. Et nous savons que même la majorité des Tatars de Crimée ont pris des passeports russes. Ils vivent paisiblement. Nous n'avons pas, par exemple, beaucoup de Tatars de Crimée dans les forces armées ukrainiennes. In Ukraine armed forces, for example. So that's why all these factors. C'est pourquoi tous ces facteurs contribuent en réalité au fait que nous ne savons pas vraiment ce que veulent les Ukrainiens aujourd'hui. Mais nous nous appuyons sur les sondages existants, sur les médias ukrainiens qui reflètent une partie de l'opinion publique et sur, disons, la perception générale. Je peux surtout parler de mes amis et de ma famille, car tous mes proches vivent en Ukraine, tout comme mes vieux amis, et ainsi de suite. Je dirais donc que les Ukrainiens ne sont pas homogènes. Mais ce que j'observe actuellement en Ukraine, c'est que beaucoup adhèrent à la propagande d'État. Avant tout, ils se laissent convaincre par cette rhétorique de la peur. Et l'argument central de cette propagande fondée sur la peur, c'est la propagande des atrocités. Autrement dit, la propagande d'État instrumentalise l'histoire, en particulier celle des atrocités soviétiques. Elle utilise les répressions de Staline et l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine de 1932-1933, au cours de laquelle au moins 4 millions de personnes sont mortes en Ukraine. En Ukraine, c'est ce qu'on appelle un traumatisme choisi. C'est un point central du récit national ukrainien de la victimisation. On le présente comme le génocide du peuple ukrainien, intentionnel de la part de Staline. Et l'on passe souvent sous silence le fait que l'Holodomor a également touché des régions russes de l'Union soviétique, ainsi que le Kazakhstan, la région de la Volga et d'autres zones. C'est donc un lieu très particulier dans la mémoire nationale ukrainienne. Ils disent que les Russes viendront organiser un autre Holodomor, qu'ils installeront des goulags, qu'ils nous enverront tous en Sibérie, qu'ils nieront nos droits nationaux, qu'ils interdiront la langue ukrainienne, qu'ils la banniront complètement. Et toutes ces histoires, toutes ces idées circulent largement. Aujourd'hui, de nombreux blogueurs pro-gouvernementaux produisent beaucoup d'émissions historiques sur YouTube destinées à un large public, avec toutes ces interprétations. Et ils ne font que propager ces peurs. Tout ira très mal. Une autre interprétation est très racialisée, je dirais, et assez proche de la propagande nazie à propos des soldats russes qui viendraient violer toutes les femmes ukrainiennes. Ce soldat russe est représenté de manière très racialisée, comme un soldat asiatique. En Ukraine, les gens ont cette image collective du soldat russe asiatique, les bouriates, qui viendraient violer toutes les femmes ukrainiennes devant leurs maris et leurs enfants. Et récemment,
Même un bureau de recrutement ukrainien a publié une photo de soldats russes asiatiques d'une manière très désobligeante, avec le slogan « Les Bouriates viendront te recruter dans l'armée russe et te forceront à aller conquérir l'Europe ». C'est donc une autre forme d'alarmisme, selon laquelle toutes les femmes ukrainiennes seraient violées, tandis que tous les hommes ukrainiens seraient enrôlés dans l'armée russe et envoyés en Europe, à Berlin, Varsovie, Tallinn et dans d'autres villes pour restaurer la glorieuse Union soviétique. Et cette propagande est en réalité assez efficace, car une partie de la société ukrainienne y adhère, en partie parce qu'elle s'appuie sur de véritables crimes de guerre russes commis dans différentes régions d'Ukraine au début du conflit, notamment dans la région de Kiev, à Irpin, à Boutcha et dans d'autres lieux comme Mariupol. Il s'appuie en partie sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, sur la Grande Terreur par exemple, sur les atrocités soviétiques de la période stalinienne. Mais ces atrocités sont exagérées, bien sûr. Et, nous appelons cela, les chercheurs appellent cela, de la propagande d'atrocité. Ces récits sont amplifiés pour susciter la peur. Et une partie de la société ukrainienne y croit vraiment. Elle craint que les Russes ne viennent faire tout cela au peuple ukrainien et que la société ukrainienne ne cesse d'exister. Je demande souvent à mes amis qui diffusent ces récits, combien d'Ukrainiens y avait-il en Ukraine après l'effondrement de l'Union soviétique? Et la bonne réponse est 52 millions. Et aujourd'hui, nous comptons 37 millions d'Ukrainiens et les prévisions annoncent que dans 9 ou 10 ans, nous n'en aurons plus que 25 millions. La situation est donc catastrophique. Même avant l'invasion russe, nous connaissions déjà un déclin majeur, un grave problème démographique dû avant tout à la corruption et aussi à la profonde crise économique. Vous savez, le problème, c'est que certaines personnes plaisantent même en disant qu'elles attendent que les Russes les libèrent des officiers du recrutement ukrainien. Et nous nous souvenons qu'il y a eu une période où les Russes ont frappé les centres de recrutement ukrainiens avec des drones et des roquettes. Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'Ukrainiens en ont plaisanté sur Internet. Et comment, vous savez, la police ukrainienne, les forces de l'ordre ukrainiennes, les officiers militaires ukrainiens, les soldats, ils étaient troublés. Oui, ils étaient confus. Que se passe-t-il? Peut-être que ce sont tous des trolls russes? Non, c'étaient des citoyens ordinaires. Et en fait, les membres des TCK ukrainiens, c'est-à-dire les bureaux de conscription ukrainiens, sont aujourd'hui comparés aux bouriates. Ainsi, de nombreux Ukrainiens réutilisent ces insultes raciales autrefois dirigées contre les Russes pour désigner les agents de recrutement ukrainiens de la même manière, ce qui signifie qu'ils sont perçus comme le pire type d'occupants russes. Cela montre que beaucoup d'Ukrainiens sont tellement fatigués de la mobilisation forcée qu'ils les considèrent comme des occupants, comme des ennemis de leur propre peuple. Le message, c'est qu'ils détruisent leur propre peuple, qu'ils tuent leur propre peuple. Et chaque fois qu'un officier de recrutement est tué ou blessé avec un couteau ou un autre outil dans le cadre d'une résistance à la mobilisation forcée et que des gens en plaisantent ou s'en réjouissent, les forces de l'ordre essayent de les retrouver, de les punir, d'en faire un exemple. Mais les gens continuent de s'en réjouir parce qu'ils en ont assez de tout cela. Je pense que la question de la mobilisation forcée est désormais le sujet le plus clivant de la société ukrainienne. Et ce que nous entendons aujourd'hui, c'est que le principal espion ukrainien, Boudanov, accuse la propagande russe. Les néo-nazis ukrainiens comme Karas,
qui est désormais un officier décoré de l'armée ukrainienne et a fait une brillante carrière sous la présidence de Zelensky, accuse sans cesse la propagande russe pour l'échec de la mobilisation. Il n'accuse pas la corruption, ni l'injustice sociale, ni les actions ratées. Toutes ces contre-offensives infructueuses, ces échecs constants sur la ligne de front, ces opérations militaires inefficaces, non, ils accusent les Russes. Military operations, no, they are blaming the Russians. They are trying to whitewash, Zelensky, military Ils essayent de commanders, blanchir, tu sais, officers, Zelensky, ineffective les commandants decisions, militaires, ses officiers, ses décisions inefficaces, ces opérations de chair à canon. Tu sais, on sait que ce terme « opération de chair à canon » est généralement appliqué aux forces russes, oui, mais en Ukraine, ils utilisent la même tactique. Parfois, ils envoient simplement leurs propres hommes. Mon frère, mon cousin, ont été envoyés sur des opérations similaires, tu sais, et on lui a parlé. Il m'a dit que parfois, ils refusaient d'exécuter ces ordres parce qu'ils étaient suicidaires, ils étaient illogiques, et ils comprenaient qu'ils allaient tous mourir s'ils suivaient ces ordres de leur commandant. C'est pourquoi, de nos jours, cette mobilisation forcée est une question extrêmement controversée au sein de la société ukrainienne. Et je pense que si la société ukrainienne explose et que d'une manière ou d'une autre, des manifestations de masse s'organisent, la question de la mobilisation forcée sera le principal sujet. Récemment, même le médiateur ukrainien a affirmé que des officiers de recrutement étaient impliqués dans des violations des droits humains. Ils ont enlevé des personnes, les ont détenues, battues dans les centres de recrutement, les ont privées d'aide médicale et d'assistance juridique, leur ont pris leur téléphone pour qu'elles ne puissent pas appeler leurs proches ni prévenir leurs avocats. Ils les ont forcés à signer des documents. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il a dit que parfois, ils allaient jusqu'à tuer des gens. Qu'est-ce que c'est de la propagande russe? Vous savez, cela vient du bureau même du médiateur ukrainien. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, et l'Europe reste silencieuse. Ce que nous voyons dans des pays comme le Royaume-Uni et d'autres, c'est que les hommes ukrainiens qui demandent l'asile politique, par crainte d'être enrôlés de force et de subir la torture de la part des officiers de recrutement, se voient refuser ce droit, parce que les dirigeants européens ne s'y intéressent pas. Ils s'intéressent à envoyer les hommes ukrainiens à l'abattoir pour servir leurs propres intérêts. C'est pourquoi je crois vraiment que cette guerre doit cesser, car les vies ukrainiennes sont utilisées comme instruments des intérêts des fabricants d'armes et des politiciens européens pour affaiblir la Russie, pour rendre la guerre responsable de tout ce qui va mal en Europe, et ainsi de suite. Non, nous devrions mettre fin à ce bain de sang et sauver l'Ukraine, son territoire et surtout son peuple. Nous devrions donner une chance à l'Ukraine et préserver ce qu'il en reste. Parce que vous savez, je crois vraiment que si la guerre continue, l'appétit de Poutine grandira et certaines parties de l'Ukraine pourraient devenir inhabitables. Il ne s'agit pas de la conquête de toute l'Ukraine, mais ce territoire pourrait être réduit en ruines. Toute la région pourrait être détruite, devenir invivable. Et l'Europe devrait réfléchir à cela, arrêter le bain de sang dès maintenant et commencer la reconstruction. Et encore un point. De nombreux libéraux, gauchistes, vous savez, certains membres de la communauté queer et de la communauté féministe, plaident pour l'envoi de plus d'armes à l'Ukraine. Mais que signifie plus d'armes à l'Ukraine? Cela signifie plus de guerre. Cela signifie plus d'hommes enrôlés de force, car quelqu'un doit bien manier ses armes, n'est-ce pas? Et je veux poser une question à toutes ces personnes, surtout aux femmes. Comprenez-vous que la période d'après-guerre signifiera le retour à la maison de centaines de milliers d'hommes souffrant de graves troubles de stress post-traumatique et de traumatisme de guerre, et que des familles entières, des enfants,
des mères, des sœurs, des amantes et des épouses pourraient souffrir avec eux. Parce que c'est cela, le traumatisme de guerre. Beaucoup d'entre eux peuvent devenir des auteurs de violences domestiques. Plus de guerre signifie plus de traumatisme, et plus de traumatisme signifie plus de violences domestiques. Means more domestic abusers. Do you understand this when you advocate? Comprenez-vous cela lorsque vous plaidez pour plus de guerre et plus d'anciens combattants, chères féministes ukrainiennes et autres? Parce que lorsque j'entends ce plaidoyer venant de féministes, je ne le comprends pas. Informez-vous sur d'autres guerres. Apprenez de l'histoire. Un accord de paix, ce n'est pas la fin de la guerre. Ce n'est pas la fin de la guerre. C'est pourquoi tant de personnes en Ukraine et en Russie aujourd'hui ont peur de la fin de la guerre. Elles craignent le retour de tous ces blessés, car ils le sont non seulement physiquement, mais surtout mentalement. Et derrière chaque soldat, il y a des familles. Nous aurons donc des millions de personnes dans le besoin, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de notre aide. People who need our help. En fait, je ne suis pas sûr que tu aies vu le discours de Poutine récemment. C'était il y a 2 jours. Il portait un uniforme militaire et il a souligné que l'intérêt de la Russie pour cet accord concernant le retrait des Ukrainiens de Donetsk était proche de 0, quelque chose dans ce genre-là. Il laissait entendre, comme tu l'as dit, que les futurs accords qu'ils exigeront ne feront que devenir de plus en plus difficiles. Et j'ai toujours insisté sur ce point aussi. Dire qu'il est pro-russe, de promettre de ne pas étendre l'OTAN après la guerre, c'est trompeur. En réalité, si l'on regarde du côté russe, si l'Ukraine reste neutre, alors ils peuvent accepter, par exemple, qu'Odessa demeure une partie de l'Ukraine. S'ils craignent que l'Ukraine ne devienne membre de l'OTAN, ou même sans en faire partie, qu'elle soit utilisée comme un État de première ligne par l'OTAN, alors ils prendront aussi Odessa. Cela ramène donc à l'idée qu'il devrait être possible de débattre de ce qu'est réellement une bonne politique. Tout est toujours simplifié à l'extrême. Soit on est pour la Russie, soit on est pour l'Ukraine. Et si l'on est pour l'Ukraine, alors on est pour la poursuite de la guerre. On exige l'adhésion à l'OTAN, même si en réalité cette option n'existe plus. Je voulais toutefois vous interroger sur les désertions, car c'est un problème croissant, bien sûr, cela affecte le moral sur la ligne de front, ce qui est grave. Mais, comme vous l'avez suggéré, il y a aussi ce besoin de maintenir des victoires de communication sur le champ de bataille, pour s'assurer que les soldats continuent de croire en leur combat. Cela rend également l'Ukraine vulnérable, car ils ont désormais une forte aversion. Vous voyez, Zelensky ne veut céder aucune ville, même lorsqu'elles sont pratiquement perdues. Et les Russes en profitent, semble-t-il. Ils créent ces chaudrons où il n'y a essentiellement qu'une seule route pour entrer et sortir de la ville. Et ensuite, non, Zelensky ne peut pas abandonner la ville, car il craint que le moral ne chute et que les désertions n'augmentent. On se retrouve donc avec une seule route menant à chacune de ces villes, et elles deviennent simplement des routes de la mort, car elles sont constamment surveillées par les drones russes. Ils s'en servent pour épuiser et user l'armée ukrainienne. Encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est une guerre d'usure. C'est ce qu'on fait. Détruire l'armée ennemie. Et c'est assez grotesque et étrange. Mais malgré tout, nous restons coincés dans ce cycle, car plus la situation empire, plus le besoin de victoire en matière de communication se fait sentir. Désolé. Ma dernière question portait sur les scandales de corruption, car il y a seulement quelques mois, il était interdit de parler de corruption en Ukraine. C'était considéré comme de la propagande russe. Si on le signalait, on était accusé de saper le soutien public à une guerre longue. On ne pouvait donc pas vraiment en parler en Europe. Mais maintenant, les Américains,
Enfin, personnellement, je pense qu'il contribue à en révéler une partie, et cela semble déchirer toute l'administration Zelensky. Quelle est la gravité de la situation, et comment voyez-vous cela influencer l'humeur du public à travers l'Ukraine? The public mood across Ukraine. So the corruption is the biggest problem in Ukraine. Ainsi, According to the la polls, corruption est le plus several grand polls, problème en in the Ukraine, past years, selon it's not plusieurs just sondages one, réalisés it's a ces big dernières problem. années. According Ce n'est même pas la to guerre. polls in Ukraine, C'est le principal not problème war, d'après not les Ukrainiens. destruction, not Ni Russian la rockets guerre, and drones. ni la It's destruction, corruption. ni les Why? roquettes et The drones Ukrainians russes. know C'est la corruption. that if you steal money, there is Pourquoi? no weapon, Parce que there les is no Ukrainiens food savent for que soldiers, si l'on vole there is l'argent, no, il n'y a plus d'armes, pas construction d'augmentation de tech salaire pour and les soldats, sectors and so pas on de and so forth. travaux pour protéger le secteur That's énergétique, why. et ainsi de suite. And actually, Voilà after pourquoi. Mindish scandals Et en recently, fait, après les récents scandales Mindish, Mindish, je crois que nos téléspectateurs savent que Mindish est le partenaire commercial de Zelensky dans le domaine du divertissement, issu de Kvartal 95. C'est lui qui a conçu ce stratagème dans le secteur de l'énergie. Et il a d'une manière ou d'une autre réussi à s'enfuir en toute sécurité en Israël. Tim Maïdadzi, Al-Itrin. to Israel, and he's safe. Yeah, nowadays he's safe. And this Energoatom Oui, energy de nos jours, il est en means, sécurité. Et ce approximately, projet énergétique d'Energoatom 1 billion, a coûté à l'Ukraine environ 100 milliards de dollars. Mais ce n'est que le début, car ce que le NABU, l'organisme principal de lutte contre la corruption, a découvert, c'est qu'Energoatom n'était qu'un projet secondaire. Le principal concernait le secteur de la défense. Et maintenant, la grande question est, pourquoi n'entendons pas parler de ce secteur principal, là où se trouve l'argent le plus important? Pourquoi ont-ils mis cela en attente? Pourquoi attendent-ils? Pourquoi le plat principal est-il encore, vous savez, en train de nous attendre? Donc, cette histoire a continué. Peut-être que nos téléspectateurs savent que récemment, samedi, avant la rencontre à enjeu élevé entre Zelensky et Trump en Floride, c'était hier, le NABU a effectué des perquisitions dans les bureaux de 4 députés du parti de Zelensky, serviteurs du peuple. Et devinez quoi? Servant of the people. And guess what? The main accusation for them that they took bribes. La principale accusation portée contre eux est qu'ils ont accepté des pots de vin de la part de personnes inconnues en échange de leur soutien à certaines lois. Mais ce qui est important, c'est qu'ils font également partie du cercle proche de Zelensky. L'histoire continue donc. La plupart des Ukrainiens, selon les sondages, estiment que Zelensky est personnellement impliqué dans cette affaire de corruption. Personne ne croit qu'il n'était pas au courant. Certains pensent même qu'il en a tiré profit, car Mindish est l'un de ses meilleurs amis. Ils ont fêté l'anniversaire de Zelensky en 2021 dans l'appartement de Mindish à Kiev, rue Hrushevskaya. Et la question la plus importante concerne ce bureau de blanchisserie, où ils tenaient toutes leurs réunions et décidaient qui obtiendrait quoi, qui serait Premier ministre, qui serait ambassadeur. Le bureau de l'ombre, tu sais, n'était qu'à 7 minutes à pied du siège du service de sécurité d'Ukraine. Et le chef du service de sécurité d'Ukraine est nommé par Zelensky lui-même. Donc, eh bien, cela peut arriver même en Ukraine, un pays en guerre, tu sais. Et un autre détail intéressant, beaucoup de personnes impliquées dans ce scandale ont en réalité payé une caution de plusieurs millions de dollars. Et les agences financières ukrainiennes n'ont jamais vérifié qui avait versé cet argent. Donc cet argent est aussi sale. Mais c'est l'Ukraine, tout y est légal. C'est fou. So, it's crazy. Ukrainians are making so many jokes about this. Les Ukrainiens en plaisantent beaucoup. Mais ces partisans de l'Ukraine, ces, disons, romantiques qui croient que l'Ukraine lutte d'une manière ou d'une autre contre la corruption, je me souviens d'un article d'Anna Plowbaum, et ça m'a vraiment fait rire, parce que le NABU, le principal organisme anticorruption, n'est qu'un instrument du pouvoir occidental en Ukraine. Ce n'est pas un organisme indépendant. Un agent du FBI avait même un bureau à l'intérieur du NABU. Il mène des perquisitions quand les pays occidentaux le souhaitent, et cela sert de moyen de pression pendant les négociations de guerre et de paix.
C'est un instrument de pression sur Zelensky. C'est pourquoi beaucoup de gens se demandent pourquoi Zelensky crée une telle situation. That's why many people are asking why Zelensky is creating this situation. Why the hell he can't Pourquoi stop diable stealing ne peut-il and pas buying arrêter de voler de when l'argent people are alors que des dying? gens meurent? Pourquoi Why diable the est-ce même hell possible is it even alors que d'autres possible payent le prix when ultime? people are paying the ultimate price? Why they need all these yachts, you know? Pourquoi These ont-ils resorts, besoin de tous ces all this yachts, stuff, de ces you know, villas, de toutes ces what's choses, going all this les stuff montres et when tout le people are reste, alors que dying, des gens when meurent? 5 million of Ukrainian Quand 5 pensioners millions de have retraités pension ukrainiens ne touchent que 70 70 euros euros par per mois? month. Qu'est-ce qui se What passe the en hell Ukraine, bon is sang? what the hell is going on in C'est this pour cela qu'aux Ukraine? États-Unis, That's beaucoup de why politiciens, in on US, l'entend, many politicians, affirment que you know, Zelensky devrait you être hear that, arrêté you know, lorsqu'il there viendra aux was, you know, États-Unis many claims that et qu'aucun Zelensky should be autre arrested and he financement will come ne to devrait Ukraine, aller à no money l'Ukraine to Ukraine parce qu'on ne peut because tout simplement pas tracer cet argent. because you can't just Et je crois que trace certains those agents money. étrangers utilisent And I probablement believe that l'Ukraine et tous ces probably, montages you know, là-bas some foreign uniquement bodies pour faire des even, profits. you know, use Peut-être qu'ils Ukraine en and all tirent these aussi des peace in avantages. Ukraine just to C'est make pourquoi ils profits. restent Maybe they aveugles à ce also qui se have passe en benefits. Ukraine. That's why they are blind to what is going on in Ukraine somehow. You know, they turn a blind eye and they pretending Ils that ferment Ukraine is les fighting yeux corruption. et font That semblant Zelensky que is l'Ukraine fighting lutte corruption. contre No, la Zelensky corruption, is que organizing Zelensky corruption. lutte contre la You know, corruption. Zelensky came to Non, les power gars, as a Zelensky person organise la corruption. who is Vous savez, outsider. Zelensky est arrivé au He's pouvoir comme un not outsider, from the quelqu'un qui ne venait pas du Yeah, who système, will oui, quelqu'un fight qui devait corruption. combattre And la Zelensky corruption. brought to this system Et Zelensky a 15 intégré dans ce people système from une his quinzaine de Kvartal personnes de son équipe de 95. Kvartal And 95. on Et Thursday, samedi, Yuzik, Yuzik, this guy, ce this grand comedian, type, ce his good comédien, friend, son bon ami, also a left aussi the quitté le country. pays. And Les rumeurs disent que probably, c'était pour éviter une rumors notification de say soupçons that et he des obviously accusations de avoided corruption notice of et qu'il est suspicion probablement and parti en and Israël of aussi, corruption to juste pour être probably to prudent. Israel Alors to que se be on the passe-t-il? safe side. So what's Pourquoi tous les going on? proches amis de Why Zelensky all close disparaissent-ils friends comme of par magie Zelensky d'Ukraine? magically Pourquoi disappear ces from pauvres Ukraine? types qui veulent Why simplement these sauver leur poor vie guys who wanted risquent-ils to tout, save their lives traversant montagnes et and rivières? risking their lives? They go through mountains, through rivers. You know, they are paying $20,000. Vous savez, ils $20,000 payent just to escape 20-50 Ukraine. 000 And they dollars are juste pour fuir classified, you know, l'Ukraine. guards and Et ils sent se font directly to the attraper front, par les like, you gardes can't escape this et Ukraine. renvoyés But somehow, directement when sur les lignes de Zelensky front. Ils ne magically peuvent pas quitter disappeared l'Ukraine. from Ukraine, Mais d'une manière ou constantly. d'une autre, Volodymyr Zelensky And when I hear, for disparaît example, some magiquement du romantics pays in the tout le West that temps. Zelensky is a good Et guy quand j'entends and he's certains avoided romantiques en fighting Occident corruption, dire que it just, you Zelensky know, est un type makes bien, me, you know, qu'il laugh. est tellement It dévoué just, you à la know, lutte contre no, la corruption, Zelensky cela me made fait simplement Ukraine rire. very corrupt Non, and even more Zelensky a corrupt, rendu l'Ukraine très especially corrompue, during war. encore plus War corrompue, is like, you surtout know, pendant la golden guerre. age for La guerre est Ukraine comme un âge corrupt, d'or pour les types corrupt corrompus en guys, you know. Ukraine. La Corruption corruption a flourished prospéré pendant la guerre, elle a during vraiment the war. prospéré. It just Et flourished. j'ai de la peine And pour les contribuables I feel occidentaux. sorry for Vraiment. Western taxpayers. You know, I feel really sorry for them. Je pense que beaucoup de ces personnes qui sont devenues incroyablement riches grâce à la corruption voient les signes avant-coureurs. Elles savent ce qui les attend. Donc je pense qu'il faut s'attendre à en voir davantage quitter le pays. Et maintenant, j'espère vraiment que ces négociations aboutiront à quelque chose. J'entends aussi l'argument selon lequel les exigences des Russes sont dures. Tu sais, c'est une paix humiliante. L'Ukraine n'a rien à en tirer après toutes ces années de souffrance. Et je ne suis pas vraiment en désaccord avec tout cela. C'est une défaite humiliante, une paix humiliante. Yes. L'Ukraine a payé un prix énorme. Elle n'a rien à en montrer. Je suis d'accord avec tout cela. Mais l'alternative n'est pas la victoire. L'alternative est une situation encore pire. Et je souligne toujours ce point, même concernant le territoire. L'alternative à la perte, par exemple, de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia et de Kherson, n'est pas de tout récupérer. L'alternative, c'est probablement que les Russes iront vers Kharkiv, qu'ils iront vers Dnipro, vers Mykolaïv, vers Odessa. Donc à partir de là, la situation ne fera qu'empirer. Non, c'est vraiment déprimant à regarder. Mais
Exactly, Glenn. I'm constantly repeating Exactement, Glenn. Tu sais, je ne cesse de dire aux gens que oui, la paix ne sera pas juste. Elle sera douloureuse. Pour certains, elle sera très frustrante. Mais elle est nécessaire pour sauver l'Ukraine et son peuple. Parce que l'Ukraine meurt et les Ukrainiens meurent. Plus la guerre dure, plus l'Ukraine mourra et moins il en restera à sauver. C'est pourquoi je dis, donnons une chance à la paix. Let's give peace a chance. Yeah. I think over the weeks and months to come, you'll see Je pense que dans les semaines et les mois à venir, vous verrez les Russes chercher à conquérir davantage de territoires, les Américains à obtenir plus de ressources et les Européens à attirer votre jeunesse. Quelqu'un a même dit « vers les traîtres ». Je crois donc que la meilleure chose pour l'Ukraine serait de se retirer de la rivalité entre grandes puissances, où elle jouera toujours le rôle de pion. Et comme vous l'avez dit, sauver la nation. En faire un pays vivable, car il est très évident que la fin des guerres est généralement le moment où les pertes massives commencent vraiment. Quand tout s'effondre, que les lignes de front se désagrègent, que les communications se rompent, que l'establishment politique commence à dépérir et que l'économie s'effondre. C'est à ce moment-là que les pertes augmentent considérablement. Je pense que pour un pays comme l'Ukraine, qui traverse tout cela depuis 4 ans, cela pourrait être une condamnation à mort pour la nation. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura un accord de paix, mais j'espère vraiment me tromper. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de ce sujet incroyablement déprimant, mais néanmoins très important. Merci, Glenn. Oui, espérons que tout se passe bien. Oui, pour la paix.